En Autriche 1935, Erwin Schrödinger conçoit une expérience qui sera le symbole d'une des notions les plus importantes de toute la mécanique quantique. Évidemment et heureusement, c'est une expérience de pensée, donc il n'a jamais réalisé cette expérience. Il imagine une boîte, dans laquelle se trouve un chat, un mécanisme, une fiole de poison et un atome radioactif. Au passage, un atome radioactif est un atome qui détient un noyau instable. Et Schrödinger sait qu'un atome radioactif a une chance sur 2 de se désintégrer. En gros, le noyau instable de l'atome a une chance sur 2 de transformer tout l'atome en d'autres atomes. C'est le principe de la radioactivité. Sans oublier qu'au passage, cela émet de l'énergie et des particules de matière. Sinon, dans son expérience, Schrödinger part du principe que la désintégration de l'atome radioactif enclencherait le mécanisme, ce qui casserait la fiole de poison. Cette dernière tuant le chat au passage. Il y a donc une chance sur 2 pour qu'en mettant le chat dans la boîte, il meure. Et donc, ça serait seulement une fois que le temps de l'expérience sera écoulé qu'on pourra ouvrir la boîte pour voir le résultat, qui est donc soit un chat vivant, soit un chat mort. Mais, et c'est un grand mais, quand la boîte est fermée et que l'expérience s'est déroulée, d'après la mécanique quantique, le chat est à la fois vivant et mort. Mais bon, ça ce n'est qu'en mécanique quantique, car en réalité, le chat obéit aux lois de la physique classique, et pas aux lois de la physique quantique. Il faut donc bien différencier l'échelle macroscopique et l'échelle microscopique. Parce que dans la physique classique, il est impossible qu'un chat soit à la fois mort et vivant. Ça n'existe pas les zombies. Ou pas encore. En réalité, il est soit mort, soit vivant. Mais pas les deux. Tandis qu'en mécanique quantique, tant qu'on n'a pas ouvert la boîte, les deux états, donc vivant et mort, ils se superposent. Mais bon, on doit faire un contexte avant de continuer. Erwin Schrödinger a proposé cette expérience de pensée pour ridiculiser l'interprétation de Copenhague. En 1927, le grand physicien Niels Bohr a proposé l'interprétation de Copenhague, qui a su séduire énormément de physiciens à cette époque. Même si certains physiciens comme Erwin Schrödinger et Albert Einstein l'ont trouvé totalement absurde. Cette dernière consiste à dire, en gros, que pour des systèmes quantiques, on ne peut pas chercher plus fondamental que ce qu'on est capable de mesurer. Rien n'est plus fondamental que des mesures et aussi des probabilités. On partirait du principe qu'il y a toujours des questions sans réponse. Et aussi qu'une expérience peut en contredire une autre. En fait, les systèmes quantiques resteraient indéterminés tant qu'un observateur n'intervient pas. Par exemple, la lumière, elle est à la fois onde et corpuscule, jusqu'à ce qu'on choisisse la forme que nous voulons mesurer. Elle adoptera ensuite cette forme. Et donc on revient en 1935. Erwin Schrödinger, comme Einstein, trouvait ça très perturbant. Et pour montrer l'absurdité qu'il voyait dans l'interprétation de Copenhague, il imagina ainsi cette expérience de pensée qui est un paradoxe. Le vrai sujet est censé être le paradoxe du chat de Schrödinger. Après, à cette époque, on peut comprendre le scepticisme de Schrödinger. Dans la vie de tous les jours, si on faisait cette expérience, le chat serait soit mort, soit vivant, mais pas les deux en même temps. Bon, dans cette vidéo, je suis très redondant, mais il faut bien comprendre qu'à cette époque, tout cela était nouveau. Et envisager qu'une chose peut être dans deux états à la fois, cela peut paraître assez tiré par les cheveux. Même Albert Einstein avait du mal avec cette notion. Car avec ce principe, on peut se poser un tas de questions. Par exemple, on peut se demander, si personne ne regarde votre maison perdue dans la forêt, est-ce que cela signifierait que puisque personne ne la voit, elle serait dans une superposition d'états ? Normalement non, mais il fallait comprendre que les lois qui dirigent la mécanique quantique ne sont pas les mêmes que les lois de notre monde. Notre monde, le macrocosme. Et en fait, pour faire le lien avec la toute première phrase en début de vidéo, l'expérience de pensée imaginée par Schrödinger pour montrer la stupidité de l'interprétation de Copenhague sera finalement le plus grand symbole de la superposition quantique. Donc à présent, au lieu d'expliquer la superposition quantique avec des objets qui ne sont pas à l'échelle quantique, rentrons dans la matière. Quand on effectue la mesure d'un objet à l'échelle quantique, ses grandeurs vont changer, contrairement à notre échelle.
C'est pas parce qu'on va mesurer la position, la masse, la vitesse d'un boulet de canon que ces grandeurs vont changer. Tandis qu'à l'échelle quantique, ça va changer. Et on va le voir un peu après. Alors, une particule peut être à un état que l'on nomme A, un autre que l'on nomme B, mais comme on l'a vu, elle peut aussi être dans les deux états à la fois. Une superposition quantique. Et des probabilités interviennent. Dans une situation où l'état A et B interviennent en proportion égale, alors la particule, quand on l'observera, aura une chance sur deux d'être à l'état A et une chance sur deux d'être à l'état B. Après, la proportion de l'état B peut être plus importante que celle de l'état A, et ainsi la particule aura plus de chances de se trouver à l'état B, et inversement si l'état A est en plus grande proportion. Mais tant que l'on n'a pas observé la particule, quand elle est en superposition donc, elle n'est pas aux deux endroits à la fois. Elle n'a tout simplement pas de position. Et en plus, la notion de position n'a pas tellement de sens en mécanique quantique. On reverra ça certainement une autre fois. Et pour revenir au fait que mesurer une grandeur change l'état d'une particule à l'échelle quantique, c'est parce que lorsqu'on observe la particule, elle ne sera plus en superposition. Elle aura choisi un des états au hasard. Ce qui fait que là, elle aura bien une position définie. Tandis que lorsqu'on ne l'observe pas, elle n'a pas de position. Et ça, c'est un concept plus que contre-intuitif. Mais si vous avez donc compris, on ne peut pas prédire la position d'une particule. On peut simplement émettre des probabilités. Mais bon, dans cette situation, il n'y avait que deux choix possibles pour la particule. C'était du 50-50. Mais en réalité, on peut se rapprocher d'une infinité de positions dans cet espace, avec des régions où la particule aura plus de chances d'aller. Et avec ça, on peut tracer une onde qui correspond donc aux probabilités d'observer la particule pour chaque position. Et ceci est un des concepts fondamentaux de la mécanique quantique, qui correspond à la fonction d'onde. Avec tout ça, on peut donc expliquer que, par exemple dans un atome, on ne peut pas connaître la position d'un électron avant de l'observer. Mais comme on l'a vu, il y a des probabilités de présence de l'électron. Et cela, ça a formé un des modèles de l'atome les plus connus, qui est le modèle de Schrödinger. Au passage, ce modèle provient de l'équation de Schrödinger, qui sera un sujet que l'on traitera certainement dans une autre vidéo. Et juste pour ajouter une information importante si vous êtes fan de science-fiction, en 1957, le problème philosophique, donc on en a vu tout le long de la vidéo, ça a conduit à une interprétation de la théorie quantique par Hugh Everett, qui est l'hypothèse des mondes multiples, qui est l'existence d'une infinité d'univers parallèles pour éviter les problèmes posés tout au long de la vidéo. Pour reprendre le chat de Schrödinger, c'est comme si au lieu d'être dans une superposition, le chat serait mort dans un univers et vivant dans un autre univers parallèle. Bon, son idée à Hugh Everett a tout d'abord été totalement ignorée, jusqu'à ce qu'un article de vulgarisation scientifique séduise énormément les fans de science-fiction qui l'ont fait connaître. Et sa variante moderne est connue sous le nom de théorie des multivers. N'oubliez pas que la science est le futur.